Alors bonsoir, je m'appelle Benoît Léger, je suis professeur de traduction au département d'études françaises à Concordia et bienvenue à cette rencontre, discussion, dialogue entre un traducteur et son écrivain. Ce soir, on a donc l'honneur de recevoir Donald Winkler et Samuel Archibald, le premier étant le traducteur, le second l'auteur. Donc, cette rencontre se veut justement une discussion, une conversation autour de la traduction, en particulier d'Arvida, recueil de nouvelles, de contes, d'histoires de Samuel Archibald, qui a fait bien sûr l'objet de critiques dithyrambiques au Québec. Il s'agit d'un événement qui suit en fait une première expérience de l'an dernier où nous avions reçu Sheila Fishman, traductrice de Kim Thuy, et où on avait donné donc l'occasion à la traductrice et à l'auteur d'échanger sur le rapport à la traduction, à la transmission, à la diffusion de leur œuvre dans une autre langue et aux questions techniques et problématiques, aux problèmes que ça pose, bien sûr. Je disais vaste programme présenté Donald Winkler, puisque M. Winkler est un des grands traducteurs de la littérature québécoise contemporaine. Il est né en 1940 à Winnipeg. Il a étudié en littérature à l'Université du Manitoba, a suivi des cours de théâtre à Yale et a ensuite travaillé comme réalisateur et scénariste à l'ONF au Canada. Et c'est depuis 1980 qu'il traduit de la littérature québécoise. Il a remporté le prix du gouverneur général pour la traduction en 1994, 2011 et 2013. Il a été finaliste en 88, en 1998 et en 2015. Au niveau cinématographique, il s'est intéressé aux arts et à la culture. Il a réalisé des documentaires, des courts-métrages expérimentaux, des films sur l'artisanat, les arts visuels, une série de documentaires portant sur les personnages littéraires canadiens. Il a réalisé récemment un film sur Thompson Highway, intitulé Thompson Highway, Thank You for the Love You Gave. Il a également, et là j'en saute parce que le parcours est phénoménal et dépasse même la traduction. Ces films ont été présentés par exemple au Festival international du film sur l'art à Montréal. Son film, il a ensuite produit des films sur le Requiem de Mozart interprété par les violons du roi, sur Suzy Leblanc, que vous connaissez sans doute. Et dans le domaine qui nous intéresse en particulier, celui de la traduction, il a publié des traductions de Daniel Poliquin, La Kermesse, qui a été finaliste pour le prix Gaylor de 2007. Il a traduit Hubert Reeves en 2009. Il a traduit Georges Leroux, Nadine Bismuth, un recueil de nouvelles de Nadine Bismuth, intitulé en anglais Are You Married to a Psychopath? Traductions qui lui ont valu les honneurs en recevant des nominations pour le prix du gouverneur général et ou le prix du gouverneur général, ainsi que de la Quebec Writers Federation. Il a traduit plus récemment un recueil de poésie de Pierre Neveu, Les verbes majeurs, titre anglais de Major Verbs. Il a traduit Seamus, et j'espère que je le prononce comme il faut, d'Aktekin, ainsi que Mauricio Segura, donc des auteurs, je pense à Mauricio Segura récents, mais aussi des mémoires de Jean-Claude Germain, une biographie écrite par Roch Carrier, et enfin, bien sûr, Arvida, qui a été finaliste, je le disais sans doute plus tôt, pour le Gaylor en 2015 et en 2016 pour le Best Translated Book Award aux États-Unis. J'en saute, il a encore traduit Paul Savoie, Joséphine Bacon, André Michaud, Carole David, et j'en passe. Et dans ses projets les plus récents, on compte une biographie, un ouvrage sur Jean-Paul Riopel, bien sûr, Tu aimeras ce que tu as tué de Kevin Lambert, et des livres de Frédéric Lavoie, Louise Dupré, ainsi de suite. Et l'honneur me revient de présenter Samuel Archibald. Samuel Archibald qui est né en 1978 à Arvida. Il est professeur de littérature et de culture populaire à l'Université du Québec à Montréal depuis 2009 au département d'études littéraires. Il y enseigne aussi la création littéraire. Il est chroniqueur culturel depuis plusieurs années à la radio et à la télévision. En 2009, il a fait paraître
L'essai Le texte et la technique, la lecture à l'heure des médias numériques aux éditions du Cartanier. Non, c'est en 2009, pardon, mais en 2011, il a publié donc ce recueil d'histoires, Arvida, dont on parlera abondamment ce soir, récipiendaire l'année suivante du Prix des libraires du Québec. Outre Arvida, Samuel Archibald a notamment fait paraître l'essai Le sel de la terre en 2013, la pièce de théâtre Saint-André de l'Épouvante en 2015 et le livre jeunesse Tommy l'enfant loup, les aventures de Bill Bilodeau, l'ami des animaux en 2017. En plus d'avoir rédigé de nombreux scénarios pour la télé et des web-séries, dont Terreur 404, coécrite avec William Messier et réalisée par Sébastien Diaz, consacrée meilleure série web au Toronto Web Fest en 2018 et en 2019. Arvida, dont il sera question ce soir, a été rangé dans la catégorie des œuvres du néo-terroir, à laquelle on a aussi associé, par exemple, Townships de William Messier, paru en 2009, Atavisme de Raymond Bock, paru en 2011, La bête creuse de Christophe Bernard, paru en 2017. Benoît Melançon, dans son blog L'oreille tendue en 2012, suggérait de regrouper d'ailleurs ces auteurs sous l'étiquette L'école de la Chainsaw. Alors, merci beaucoup, Samuel, d'avoir accepté l'invitation à venir discuter de la traduction de ton livre ce soir. Plaisir. J'aime beaucoup cette expression de Benoît Melançon de l'école de la Chainsaw. J'espère qu'on peut y revenir et même se demander comment on pourrait traduire une telle expression vers l'anglais quand on parle de l'école de la Chainsaw. Question technique, on essaie peut-être de vous diffuser la petite vidéo sur YouTube où Samuel Archibald lit un extrait en anglais de Arvida. On est tombé là-dessus, on trouve que c'est particulièrement intéressant, c'est très bref. Like I said, Doctor, you don't have to believe me. I can only tell you what I know. There's been no big cat killed around here for 100 years. But I know some fellows who are in the woods all the time like me, who say it's still there. Arvida, the town in northern Quebec where I grew up. It was a company town, built for the aluminum plant. A town full of dreamers, liars, storytellers, and thieves. My narrator, me and sometimes not me, writes of the mythic Arvida of my childhood. Stories of near-death, ice hockey, and haunted houses. And my own family stories, the one that made me. It was my grandmother, mother of my father, who sat me down at the old Underwood when I was 9. It's for your stories, she said. The ones you're telling all the time, and the ones you make up. You could write them down on this, and they wouldn't bother anybody. Merveilleux. Je trouve le phénomène assez fascinant que d'entendre un auteur se lire dans une autre langue. Je serais curieux qu'on y revienne et qu'on se demande l'effet que ça produit. Je sais que moi, les rares fois où j'ai écrit en anglais ou les rares fois où j'ai été traduit en anglais, je disais « oui, mais je ne dirais pas ça en anglais ». Donc ça pose des questions intéressantes. Avant d'enchaîner avec les questions, je voulais revenir sur une citation que je trouve particulièrement intéressante. Un critique qui a dit, et je vous excuserai, écoutez, je saute par-dessus les critiques élogieuses de Arvida, mais peut-être pour souligner des références qui ont été soulevées par la critique. Entre autres, un critique qui parlait d'une écriture hébertienne, au sens de Anne Hébert, et un critique de langue anglaise qui écrit « Like a Proust-obsessed Cormac McCarthy ». Donc, rapprochement entre Proust et Cormac McCarthy. Samuel Archibald's portrait of his hometown is filled with innocent children and wild beasts, attempted murder and ritual mutilation, haunted houses and road trips to nowhere, bad men and mysterious women, gothic, fantastical, and incandescent, filled with stories of everyday wonder and terror, longing and love. Arvida explores the line which separates memory from story and heralds the arrival of an important new voice. Sans plus tarder, j'aimerais commencer peut-être par une question générale à M. Winkler, c'est-à-dire how did you get
started in translation? Because you seem to have taken a different road in the beginning. How did you end up translating Quebec literature? And if you can, I know this is always a tricky question, how do you work? Do you have any typical way of working on a text? But please. OK, bon, pour mes débuts, j'étais longtemps à l'ONF et un jour, je voulais interviewer pour un petit film quelqu'un qui était anglophone, mais qui connaissait bien le monde de l'édition au Québec. Et quelqu'un a suggéré Sheila Fishman. Je suis allé la voir, je l'ai interviewée, je ne l'ai pas utilisée dans le film, mais on est devenus copains et puis on vit ensemble, on est mariés maintenant. Comme ça, j'étais là dans le monde de traduction, dans la maison. Et un jour, quelqu'un a contacté un éditeur de langue anglaise. Lui, il entreprenait de publier des traductions de la littérature québécoise. Et il voulait qu'elle traduise pour lui la poésie, un poème de Giguère, Roland Giguère. Mais Sheila ne traduisait pas la poésie. C'est pas ça. Elle a dit, bon, je connais quelqu'un qui pourrait l'essayer. Elle a dit, est-ce que tu veux l'essayer? J'ai dit, OK. J'ai traduit le poème et c'était Rose et Ronce, qui était quelque chose d'assez difficile pour un débutant. Il a aimé ça et de fil en aiguille, c'est devenu mon premier livre en traduction. C'était une sélection de poésie de Roland Giguère qui s'appelait Rose and Thorn, Rose et Ronce. Et après ça, de fil en aiguille, ça a commencé. J'ai commencé à traduire d'autres livres en même temps qu'à ce moment en faisant des films. Prose, poésie, fiction et essai. Et ça a juste commencé comme ça. C'était imprévu, c'était une chance, mais c'est devenu bien sûr très, très important dans ma vie. Pourquoi? Parce que j'aime ça. J'adore ça. C'est vraiment fun de le faire. Et aussi, c'était dans ma vie. C'est comme si j'avais une carrière et puis j'avais un peu deux en même temps. Et petit à petit, la traduction a pris plus de place. Et à un moment donné, avec mon âge, etc., j'ai dit, OK, j'ai fait assez de films et je suis devenu traducteur en plein temps et ça continue comme ça. Et toujours dans la catégorie des questions générales avant qu'on entre dans le vif du sujet, une question et je pense à mes étudiantes là aussi et à d'autres du département qui sont peut-être là. Est-ce que c'est vous qui proposez des livres maintenant? Est-ce qu'on vous propose des projets? Un peu des deux. Et au début, comment c'était? Au tout début, c'était les maisons d'édition qui me proposaient des livres. Mais avec le temps, de temps en temps, s'il y avait quelque chose que je voulais faire, s'il y avait de la poésie que je voulais faire, j'ai commencé à aussi, parce que je connaissais certaines maisons d'édition qui étaient accessibles dans ce sens-là. Comme ça, probablement, il y en a plus encore qui sont proposés par la maison d'édition. Mais j'ai réussi de temps en temps à proposer un livre moi-même qui seront acceptés, de suggérer des livres. Je pense qu'on voudrait avoir vos trucs pour convaincre les maisons d'édition, mais on pourrait passer la soirée là-dessus. Je demandais tout à l'heure comment travaillez-vous, comment fonctionnez-vous? Peut-être qu'on peut aborder cette question-là en parlant du travail sur Arvida. D'abord, est-ce que c'est vous qui l'avez proposé ou est-ce qu'on vous l'a proposé? Et ensuite,
comment vous avez travaillé ce livre, ce recueil d'histoires? Bon, c'est BiblioWay, c'est la maison d'édition qui a suggéré que je le traduise. J'avais déjà fait quelque chose pour eux. Et ils hésitaient entre certains livres pour prendre pour la traduction. Ils ont décidé que Harvey serait formidable. Ils m'ont suggéré et je l'ai lu et bien sûr, je voulais le faire. Tout de suite? Vous avez tout de suite dit oui, je veux le faire ou est-ce que vous avez... Oui, en le lisant parce que c'est... j'ai dit ça à Samuel il y a longtemps, que ce livre... avant de le lire, j'avais entendu parler et des bonnes choses, mais je ne le connaissais pas. Je suis venu au livre sans préjugés, sans arrière-pensée. Je suis plongé dedans et j'ai trouvé ça formidable que, comme je lui ai dit à l'époque, c'est comme si j'avais devant moi pas un livre d'un auteur, mais un livre de peut-être 3 auteurs. Parce qu'il y a tellement de genres et des façons d'écrire dans ce livre que c'était un exercice formidable d'aller. Des fois, c'est des histoires de famille un peu douces, et puis parfois, il y a de la violence, et puis c'est vraiment la magie, le mystère. C'est toujours, d'une certaine façon, c'est le même style, mais ça change beaucoup. Et je me suis dit, s'il fallait que je fasse un exercice pour une maison d'édition en disant, en montrant mon versatilité, je pourrais le faire avec ce seul livre. Et c'était pas facile par bout, mais j'ai eu beaucoup de plaisir parce que c'est un livre. Samuel, il a une haleine, il a son écriture est pleine de vie et pleine de problèmes, des problèmes que j'aime beaucoup. C'est ça, j'espère. Et il faut dire que je ne vais pas aller trop longtemps, mais je l'avais pas lu depuis peut-être 5 ans, parce que le livre est sorti il y a au moins 5 ans. Et dans ces derniers jours, je me suis plongé dedans encore une fois. Et je me suis encore maudit, mais c'est bon. Même en anglais, c'est bon. Vous l'avez relu en anglais ou en français? Des parties en anglais. D'habitude, je n'aime pas faire ça parce que je sais que je vais trouver des choses que je veux changer. Mais non, j'ai lu certaines histoires et certaines bouches. J'ai lu en anglais pour me rafraîchir la mémoire, quoi. C'est vrai, quand on se relit, parfois, on se dit, mais comment j'ai pu faire ça? Mais parfois, on se dit aussi, oh, je m'en suis pas mal sorti. Ça, c'est un autre plaisir de se relire quand on ose le faire. Vous avez souligné la diversité du recueil. Comme vous dites bien, il y a plusieurs livres, il y a plusieurs voix très différentes dans ce livre. Ça me semble une des caractéristiques les plus importantes. Puis j'oserais même parler parfois de la truculence de certains récits. Et je fais attention parce que j'ai appris que truculent en anglais a un sens très péjoratif. C'est ça. Alors qu'en français, non. Il faut faire très attention à truculent en anglais et en français. Une fois que vous avez eu Monsieur Winkler, une fois que vous avez eu l'accord de la maison d'édition, comment vous avez travaillé? Est-ce que vous avez travaillé avec l'auteur? Parce que je sais que beaucoup de jeunes traducteurs surtout se demandent comment se passent les rapports avec l'auteur? Est-ce qu'il faut parler à l'auteur? Comment discuter? Comment poser des questions à l'auteur? Mais même au-delà du cas de M. Winkler, de manière générale, comment fonctionnez-vous par rapport à l'auteur que vous traduisez? Okay. Bon, j'ai un processus en général. Je prends le livre, je fais un premier jet, qui est très rough, bien sûr. Je fais un deuxième pour que ça soit au moins respectable, mais pas terminé. À ce moment, je l'envoie à l'auteur. S'il connaît l'anglais, d'habitude,
presque tous les auteurs que j'ai faits, ils comprennent l'anglais, pour leur réaction. Entre-temps, j'ai probablement posé des questions quand je travaillais, mais j'ai pas de souvenir précis de ça. Mais j'envoie le manuscrit. L'auteur le lit, il a ses propres commentaires à faire. Et après qu'il a fait ses commentaires, je fais une autre version pour faire d'autres changements et incorporer des suggestions. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on va se rencontrer pour résoudre certains problèmes. Et Samuel est venu chez moi. On a passé plusieurs heures à regarder le manuscrit et il répondait à des questions, il avait des suggestions. C'est toujours à peu près comme ça. Et après ça, il y a encore une étape de raffinement où il y a l'éditeur qui a des commentaires, etc. Mais c'est ça comme ça marche d'habitude. Mais on ne va pas s'asseoir du début à la fin et travailler côte à côte pendant un an pour faire le livre. Je fais la démarche et je l'envoie et après il y a cette coopération, quoi. J'imagine que vous avez beaucoup de chance d'avoir des auteurs qui comprennent l'anglais, mais moi, je trouve ça toujours un peu délicat quand l'auteur qu'on traduit a une certaine connaissance du français, dans mon cas, ou pense avoir une certaine connaissance du français et se met à faire des commentaires ou des suggestions. Et là, il faut expliquer ou justifier. Est-ce que vous étiez d'accord avec... D'abord, avez-vous des exemples en tête de questions et de suggestions que vous aviez pour M. Archibald et étiez-vous toujours d'accord avec ces commentaires? J'oublie les détails parce que ça fait un bout de temps. Et je vois, il y avait plusieurs possibilités. Ça peut être un autre auteur. J'ai jamais eu beaucoup de problèmes avec quelqu'un qui pensait ça peut arriver. Un auteur qui pense qu'il connaît mieux l'anglais que c'est le cas et qui devient très entêté. Bon, oui, quelques détails de temps en temps où quelqu'un était un peu entêté pour certains détails. Mais d'habitude, en fait, je suis tellement heureux que les auteurs sont là et qu'ils connaissent les deux langues pour me sauver des erreurs, pour dire non, c'est pas juste ça, parce que moi, tout le monde fait des erreurs. Et ça m'a sauvé la peau plusieurs fois. Hein. Donc, c'est pas un péché de poser une question. Samuel n'a peut-être pas les mêmes souvenirs que moi, je ne sais pas. Moi, je me rappelle, en fait, ce qui impose le respect d'une certaine façon. Il y a une conversation. Moi, je me rappelle d'avoir été dans cette position-là parce qu'effectivement, je lis beaucoup en anglais, d'avoir un peu cette vision-là. Puis je pense que la relation, ce qui impose le respect avec un bon traducteur, mais particulièrement avec Don, qui n'est pas seulement un bon traducteur pour moi, qui est un peu autre chose, là, à un autre niveau, c'est la qualité de sa lecture. Et tu sais, Don, si je fais la liste de mes lecteurs préférés, de mes interlocuteurs préférés à propos de ce que je fais, parce qu'on a fait Arvida ensemble, ensuite on a traduit, on a fait le truc pour The Walrus, on a fait un truc pour le Globe and Mail à un moment donné, puis depuis ce temps-là, les trucs qu'on a fait, j'avais publié une nouvelle dans le Globe and Mail là, pour les 150 ans. C'est-tu les 150 ans de la Confédération? Oui. Oui. Et un truc pour Three Track-Apish Dreams pour The Walrus, c'est qu'on était rendu à un point à ce moment-là, quand on les a fait, où j'écrivais une partie des textes en franglais. Parce que là, je savais que Don allait intervenir, je savais qu'il était destiné à une publication anglophone comme première publication. Et il y a des moments, j'avais plus cet amour-propre-là ou cette fierté déplacée de dire
je vais écrire en anglais, puis I know better, là, je ne pensais pas du tout comme ça. Mais de temps en temps, par la force des choses, comme l'horizon de publication est anglophone, il y a des moments où j'allais écrire en anglais, quitte à écrire n'importe comment, mais je disais, ben, tu sais, Don, des fois, tu traduiras, puis des fois tu m'ajusteras carrément. On trouvaille, en fait, en anglais. Et un exemple dont je me rappelle par rapport à Arvida, puis là, c'est Don qui a eu raison, par exemple. J'étais très, très inflexible au départ avec mes a priori. C'était par rapport surtout des fois au côté peut-être plus politically correct du Canada anglais qu'au Québec. Parce que Don n'a pas vraiment ce problème-là, mais moi, c'était par rapport au swearing, par rapport au sacre, au mot d'église dans Arvida, où bon, c'est pas non plus le festival, là, mais je me suis pas gêné non plus. Et moi, j'avais des idées très, très arrêtées sur, you won't tone me down. C'est-à-dire, je veux vraiment qu'il y ait des F-words quand c'est des F-words. Puis à un moment, ben, je me suis rendu compte en parlant, ça n'a jamais été une vraie dispute, mais c'est vraiment Don qui m'a fait réaliser, à un moment, en même temps, il y a juste quelque chose qui ne peut pas être Aziz de l'anglais au français, du Canada anglais au Québec, parce que veut pas, même si nos mots, par exemple, tous les mots d'église, tous les sacs, justement, ils sont forts en français, mais ils sont forts, ça fait quand même longtemps qu'on ne va plus à l'église, tout ça, ça fait oui, calice, tabarnak, etc. Ça a une force prosodique, mais ça ne choque pas autant. Et ce n'est pas une traduction, c'est-à-dire si on remplace tous les mots d'église par des mots obscènes, parce que c'est deux régimes différents, il y a un moment, ça peut venir vraiment, là, je pense, excusez-moi, là, je vais penser franglais, mais ça peut devenir tiresome, d'une certaine façon, si vraiment c'est toujours vraiment crinqué à 10, là, comme on dirait en français. C'est vraiment une décision, on l'a prise ensemble, mais c'est Don qui m'a fait réaliser ça à un moment que ben, quand tu regardes ça, tu ne peux pas remplacer un maudit, ça fait un meilleur damn que ça fait un shit ou un fuck parce que, pardon, je vais en lâcher quelques-unes, parce qu'on n'est pas dans le même degré d'agression. C'est avec ça, on a une modulation et on a fait, il y a quelque chose que Don a eu, puis j'ai vu, c'était déjà dans les premières versions. Et il dit que ces premières versions sont très, très rough, mais they're not that rough. Je peux vous le dire, là, mais dans les premières versions, ben, il m'a déjà conquis, c'est-à-dire justement en allant chercher, justement, Christ, damn, des affaires en anglais qui justement faisaient écho plus à des mots d'église, tout ça, où je disais, ben là, tout à coup, ben oui, finalement, ça marche mieux. Et finalement, je me rends compte que j'aime mieux que ça soit comme ça, que ça soit du sub Quentin Tarantino ou de Sopranos, parce que finalement, c'est pas ce que j'ai écrit en français non plus. Ça fait que ça, c'est vraiment une réaction qu'on a fait. On a gardé la saveur sans la trahir finalement, mais où mon réflexe de base à moi, je crois, était erroné. Donc, si je comprends bien, votre réflexe, c'était d'avoir en anglais, de préférer des F-words. Oui. Et Don, pardon, a opté plutôt pour des damn, des cries, des... Il doit avoir une F-bomb à droite ou à gauche, puis on disait, il faut vraiment se dire, bon, qu'est-ce qu'on est en train de dire dans ce niveau-là? Et à quel point le personnage, le narrateur, bon, etc., est en train... À quel niveau ça se situe? Donc, il y avait quelque chose, vraiment une question de tonalité. Dans les sacres, oui. Dans les sacres, parfois, il y a des entrevues et l'intervieweur avait dit, bon, qu'est-ce que vous faites pour les sacres? Donne-moi un exemple de ce mot, qu'est-ce que vous faites? C'est pas comme ça, il faut toujours... le truc, c'est de juger l'intensité du mot dans la langue que vous avez. Essayer de trouver que ce soit... la religion ou que ce soit le sexe, quoi que ce soit, l'important parce que c'est tricky, parce que parfois le même mot peut avoir différentes intensités en dépendant du contexte. Oui. Hein? C'est, le mot fuck, what the fuck, c'est rien, mais fuck you, c'est beaucoup plus fort, OK? Ça, et mais c'est ça. Mais parfois, je suis un peu impatient parce que les gens, ils veulent toujours parler des sacres. Et ça, pour les défis de traduction, c'est une toute petite chose. Hein. Il y a tellement d'autres. La question des sacres, des jurons, vers l'anglais ou vers le français, je le rappelle pour nos spectateurs,
qui ne sont pas francophones ou qui ne sont pas québécois d'origine. C'est toujours extrêmement complexe. On a souvent les traducteurs débutants se demandent comment traduire. Puis après ça, Donald Winkler, je vais m'arrêter sur les sacs, mais on se dit toujours, mais qu'est-ce que je fais d'un fuck? Pardon, je viens de prononcer le F-word en anglais, parce que le fuck en français est beaucoup, et me semble-t-il, beaucoup moins intense au Québec que le F-word en anglais. Oui. Et les sacres, même chose, comme l'a bien dit Samuel Archibald, sont tellement entrés dans la langue que, un peu comme le F-word en anglais, on peut l'intensifier et là devenir vraiment vulgaire, mais sinon, parfois, ça fait simplement partie des tics de langage ou des énervements, pour ainsi dire. Mais pour dépasser la question des jurons, des sacres et compagnie, M. Winkler, qu'est-ce qui vous a, dans ce cas-là, posé des problèmes? Je sais que vous nous avez envoyé un passage, suggéré un passage en particulier. Pouvez-vous nous parler un peu des autres difficultés du texte, Arvida? Des moments où vous auriez dit, why did I get into that? Non, j'ai pas eu de difficultés. Les difficultés, je les aimais parce que Samuel, il a écrit avec tellement un souffle qui est formidable, qui vous entraîne. Souvent des phrases qui sont très, très longues, des phrases descriptives, comme dans ce que j'ai, le petit texte que je vous ai donné. Et souvent, c'est une question de keeping up with it, de vraiment que ça coule, mais aussi que essayer de préserver pas le même, mais le même genre de rythme dans la prose pour qui peuvent virer parfois d'une description naturelle jusqu'à une aventure le caractère du personnage pendant qu'il voyage parmi le forêt, etc. Et le grand défi pour moi, c'est vraiment de faire en sorte que ça coule avec le rythme, parfois les assonances, que c'est vraiment comme autant que possible, comme si c'était quelque chose qui est aussi bien fait en anglais qu'en français. Et ça prend du temps. Il y a des textes qui sont plus simples et qui sont et d'autres qu'il faut vraiment. Et aussi, je ne sais pas si ça c'était pas vraiment un grand problème avec Samuel, mais parfois il y a des syntaxes en français qui sont très compliquées. Il faut presque tout défaire et refaire pour avoir la même chose. Mais si on essayait de suivre le même genre de syntaxe exactement en anglais, ça serait horrible. Et je crois que dans les traductions que j'ai faites, parfois parce que c'était vraiment très bien fait, parfois parce que c'était pas si bien fait, j'ai eu le plus de misère à vraiment parfois travailler les syntaxes compliquées pour que ça coule. Ça c'est un problème beaucoup plus grave que les sacres. Ouais. Mais c'est un... Mais mais non, mais j'allais dire, c'est intéressant parce que tu posais la question au départ, Benoît, quel est notre sentiment quand on met nos textes en anglais. Puis en même temps, je pense que mon expérience est particulière parce que d'une part,
j'aime beaucoup Don comme lecteur, puis on est devenus des amis également. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc je suis un Oui, peu... malheureusement. Mais je disais, ben, justement, l'expérience du Geller que vous évoquiez, ben, ça fait que c'est un texte que j'ai accompagné très, très longtemps. C'est-à-dire Arvida as translated by Donald Wickler. C'est moi qui l'ai promené au Canada anglais. Et moi, ça a été particulier parce que au Québec et même en France, c'est moins important, mais quand on est au Canada anglais, aux États-Unis, l'expérience du reading, vraiment de la lecture, c'est obligatoire. Donc, vraiment qu'on ait un Q&A ou un panel, etc., il va y avoir des lectures avant. Et donc, moi, souvent au Québec, je ne faisais pas de lecture, je préférais répondre à des questions, même demander à des comédiens de lire à ma place. Et au Canada anglais, aux États-Unis, ça ne se peut pas. Donc, on s'attend à ce qu'un lecteur, à ce qu'un auteur lise. Ça fait que moi, j'ai eu au départ beaucoup à me le mettre en bouche, ce livre-là, et à le promener. Et donc, je suis devenu je lis mieux en français quand j'ai des lectures publiques à faire depuis que j'ai eu cette tournée-là avec dedans, parce qu'il fallait que je le pratique, parce que veux pas, c'est pas ma langue déjà. Je m'entendais dans le segment du Geller, puis j'étais comme les oreilles me cillent un petit peu, mais ça va. Mais donc, c'était vraiment des lectures où je le pratiquais, je l'habitais, puis comme j'aime pas m'ennuyer, je changeais des passages, tout ça. Ça fait que moi aussi, quand je retourne à Arvida en anglais, c'est que je pense que je ne sais pas s'il y a beaucoup d'auteurs qui peuvent dire ça, mais pour moi, la version anglaise d'Arvida, ce n'est pas un objet étranger. C'est vraiment quelque chose, je l'ai tellement incorporé, puis je l'ai tellement défendu, puis j'ai tellement eu à la promener, puis on a une relation même, on n'a pas travaillé, comme on disait, 1 an collé sur le texte, mais en même temps, il y avait du back and forth, on revenait, tout ça, que c'est ça. Bon, pour moi, il n'y a pas... Quand je repense sur ce livre-là, dans sa version anglaise, c'est comme... C'est encore le mien. Je ne serais pas ça dans sa version suédoise, là, mais dans sa version anglaise, c'est encore mon livre. Il nous faut un autre Geller. Avoir la même expérience. C'est pour ça qu'on... Benoît, est-ce que tu permets que je relance Samuel et Donald un peu? Parce que, en fait, moi, ce qui m'intéresserait, parce que tantôt, vous parliez, Donald, de l'écriture très, très vive de Samuel, une sorte d'écriture pleine de couleurs. Puis je me demandais si vous y allez un peu plus loin, peut-être dans le commentaire de ce texte-là, à savoir, bien entendu, moi, de mon point de vue de littéraire, quelles sont les qualités littéraires qui vous ont frappé dans cette œuvre-là? Et par rapport aux liens intertextuels aussi avec Proust, avec McCarthy, que Benoît expliquait au départ, ça a dû quand même vous saisir parce que, évidemment, c'est quelque chose qu'on remarque tout de suite quand on entre dans Arvida. Et quelles sont les qualités littéraires qui vous ont interpellé dans Arvida? Une grande facilité. Surtout, je ne sais pas, quand j'ai dit que c'est comme si c'était 3 auteurs différents, il fait un mood pour chaque fois. Et parfois, même la vitesse de la prose est différente. C'est plus léger quand il parle, quand une question de souvenirs, les souvenirs d'enfance de son père, etc. Et puis, il adapte ça au sujet. Et ça change tout le temps. Quand il est dans la nature, et il connaît ça tellement bien qu'il évoque tout la nature, les animaux, le mystère, tout ça. Et ça rentre aussi dans le sous-conscient de ces personnages. Et je trouve ça formidable. Il a vraiment un grand talent pour ça. Et c'est très, très stimulant pour pouvoir étudier et interpréter un texte si étroitement que ça en faisant la traduction.
Je ne sais pas si j'ai répondu à la Ben question. oui, tout à fait, tout à fait. C'est Peux-tu fascinant. parler, Puis, ben, Samuel, de ton côté, qu'est-ce qui t'a peut-être étonné ou moi, je frappé dirais que dans la façon dont ton traducteur aborde dès son le, travail, puis sa façon d'interagir avec toi dans le euh, processus? il y avait quelque chose dans le travail avec Don, de reposant par rapport à la question que tu posais Mhm. à Don. C'est sûr que la question du néo-terroir, mais il y a quelque chose de reposant qui a commencé avec le travail avec Donald, puis ensuite avec la réception canadienne-anglaise, puis un peu américaine du livre aussi, qui était un peu de euh, j'aime bien, j'ai un attachement pour la chainsaw de Benoît aussi. La question du nouveau terroir, au Québec, elle a pris beaucoup, beaucoup de place à un moment. Puis il y avait quelque chose de très, très reposant pour moi à ce qu'elle n'existe pas au Canada Mhm. anglais, parce que veux pas, il y a quelque chose de très, très québécois à ce qu'il y ait une opposition aussi marquée entre ville et campagne et forêt, il faut le dire, plus que campagne, entre ville et forêt en littérature. Et moi, ben, écoute, ça allait, mais on dirait que comme ça a pris du temps avant que le livre soit traduit en anglais, puis quand le livre a été traduit, ben, c'est comme ça m'a fait du bien un peu quand même de me débarrasser de cette question-là, parce que veux pas, au Canada anglais comme aux États-Unis, ben, d'une part, j'avais beaucoup d'influence là, puis cette dichotomie-là, elle n'existe pas, c'est-à-dire pour le Canada anglais que le trois quarts de l'œuvre de Alice Munro parle de Clinton County et de Huron County. C'est pas un enjeu. Ça ne fait pas de toi un auteur pas moderne ou qu'est-ce que tu essayes de faire. Donc, cette lecture, des fois nationale-là, ben, j'ai joué le jeu, elle m'intéresse, mais au moment où le livre est sorti au Canada anglais, ben, c'était le fun parce que ça réactivait. Au départ, j'étais comme, je vais être sous être encore de repartir la cassette. Là, ça fait 4 ans que je parle de ce livre-là, puis là, je fais juste la traduire en anglais. Mais en fait, c'était pas du tout ça parce que la discussion, elle a été déplacée beaucoup. Puis, avec Don, je pense qu'il y avait un gros travail, un vrai défi. Il y avait la question de la musique, mais il y avait la question de la musique, des tonalités, bon, du flow d'une certaine façon. Mais il y avait une question, et c'est là où je dis que j'ai beaucoup tripé sur le lecteur qui était Don, c'est que quand tu relis Arvida, il y a du côté, dans l'aspect fantastique, parfois gothique, parfois aussi juste nouvelle, moderne, nouvelle New Yorker, là, dans le modèle justement Monroe-esque, Carver-esque, tout ça, c'est un livre où il y a quand même beaucoup de place à l'indétermination, où il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles, qu'on ne sait pas qu'est-ce qui arrive à la fin, on ne sait pas exactement qui a fait quoi à qui, et ça, je pense que c'est un vrai défi parce qu'il y a un moment où il faut te demander la job de traducteur, et c'est là que je trouve Don hyper fin, c'est que la job de traducteur, à la base, c'est de rendre intelligible. Et souvent, quand tu es traduit, quand tu es un auteur qui travaille beaucoup sur le flou, l'indétermination, des fois la polysémie, la traduction va te faire un peu violence parce que là, tu vas avoir tendance à dire, vous rendez tout trop clair. C'est-à-dire, je voulais, mon flou artistique, il n'est pas involontaire, je le veux là. Et donc ça, à la fois, ça m'a impressionné et on a eu à le travailler parfois, c'est-à-dire, est-ce que à ce moment-là, je voulais vraiment qu'on ne comprenne rien ou on pourrait rendre ça plus intelligible. Et je me rappelle une histoire, là, je me rappelle comme ça un moment où il y a une nouvelle d'Arvida qui s'appelle Blood Sisters en anglais, Sœurs de sang. C'est la trilogie, mais c'est l'animal. Et dans cette nouvelle-là, c'est une histoire qui parle d'inceste. C'est une nouvelle préférée, en fait. Oui. Ouais. Et dans cette nouvelle-là, je me rappelle, on donnait une entrevue à la CBC, je pense, en anglais, à je ne sais pas qui, mais on parlait de la traduction de cette nouvelle-là. Et justement, dans une question de polysémie, dans cette nouvelle-là, c'est une jeune femme qui se rappelle des épisodes d'inceste qu'elle a vécu. Et justement, pour travailler dans le sens de la polysémie, il y a un moment où l'agresseur, il n'est jamais désigné dans la nouvelle. Et je laisse planer un doute sur le fait que c'est son père, parce qu'on dit l'agresseur ressemblait beaucoup à son père. Et je l'ai toujours un peu regretté parce que je voulais qu'on puisse avoir cette interprétation-là, mais c'est comme l'interprétation qui est devenue dominante. Et ça m'a toujours beaucoup dérangé, cette interprétation-là, parce que moi, que ce soit le père. Oui, que ce soit le père, parce que c'est pas ça que je veux. Je veux pas dire, parce que le père, je le décris comme un homme bon. Oui. Et souvent, on l'a interprété comme
presque lycanthropique. Là. Donc, l'homme est bon, puis la nuit, c'est un agresseur. J'étais comme non, 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 non. Et il a fallu que je vive avec ça. On fait des choix comme auteur, donc je voulais que les lectrices, les lecteurs puissent... Tu as l'impression que c'était quelqu'un qui était dans la maison. Oui. Et je me rappelle que j'avais eu cette conversation-là où je vous disais ce que je viens de dire, et juste spontanément, Don avait dit It's not the father. The father's a good man. Tu sais, puis là, j'étais comme How much I love you, man. Tu sais, ça de côté. Et je veux dire, il n'y a pas beaucoup de gens, quand je dis que Don est un de mes lecteurs préférés, qui avaient compris à ce point-là que je ne voulais pas dire que le père était l'agresseur dans cette nouvelle-là. Et tu dis, ben, c'est un peu l'intimité qu'on finit par partager. Mais c'est ce flou, c'est ce mystère dans le souvenir et on ne sait pas quoi. C'est ça qui fait la magie de cette histoire-là, qu'on ne sait pas encore tout à fait, on peut même penser qu'elle imaginait des choses, et c'est pas important parce que ça fait un mood un peu très spécial et aussi cette histoire d'inceste, ça c'est juste une partie de l'histoire. Il y a bien d'autres choses là-dedans, l'animal, etc. Et ça, c'est très, très riche. Et c'est une des histoires que j'ai relues cette semaine. Et j'ai tripé là-dessus. L'évocation. Je pense que je vais nous relire cette semaine. Moi, j'ai pris le temps, là. Je suis en Zoom, je suis en session Zoom, comme nous tous, évidemment, mais ça me donne le goût. Je voudrais remercier Sophie d'avoir évoqué la question du terroir parce qu'on parle souvent d'intraduisibles, de notions de réalité, les intraduisibles. Je pense que le roman du terroir, c'est probablement une des choses les plus difficiles à traduire en anglais. Puis vous l'avez bien expliqué, en fait, sans même devoir le traduire, parce que pour le Canada anglais, la question se pose pas ou beaucoup moins. Je voulais revenir sur l'extrait dont on a parlé, puis sur Samuel Archibald, la diffusion du livre en anglais. Ce qui revient continuellement, c'est comment est-ce que vous avez travaillé avec l'auteur, avec le traducteur, voilà, et à quel point vous êtes proche. Mais je pose la question pour Donald et pour Samuel aussi. Le traducteur est tout de même l'auteur de sa traduction. Pas l'auteur, mais l'auteur de sa traduction. Ça, c'est même le terme légal des contrats. Et pourtant, quand on fait des campagnes de publicité, on organise des lectures publiques, on va jusqu'à demander à l'auteur de lire dans une autre langue la traduction de son livre et on ne demande pas à l'auteur. Pourquoi, d'après vous? Un ou l'autre. Pourquoi? Je ne suis pas sûr que je comprends la question. La question, c'est pourquoi est-ce que CBC demande à l'auteur de lire sa traduction et non pas au traducteur qui, lui, est anglophone et va la lire bien mieux? Ben dans le cas, oui, Don a fait des lectures. On a fait des lectures aussi bilingues. C'est sûr que ça arrive, mais dans le cas du Giller, il y a quelque chose quand même d'infrastructurel, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a une tournée à faire. Je pense honnêtement, j'ai parlé à des gens qui ont été nominés depuis, Catherine Leroux, par exemple. Je ne peux pas t'accompagner. Mais la plupart du temps, quand il y a un lancement, on le fait souvent. Je lis en anglais et l'auteur lit en français, ou la même chose, ou ce qui suit, mais la plupart du temps. Et j'aime beaucoup lire. Je lis bien, en fait. Bon, la prochaine fois, c'est à vous qu'on demandera. Tous les deux, vous êtes très, très bons. Je vais revenir à Donald Winkler à la question du traducteur comme lecteur. Et Samuel Archibald l'a mentionné, il voit tout, il comprend tout, le traducteur ou la traductrice, et il a bien saisi, par exemple, que ce n'est pas le père qui a fait ça. Le traducteur est évidemment, normalement, le lecteur le plus proche du texte. Et Donald Winkler, did you ever get mad at your author for something done or written or for inconsistencies in the text? Or did you ever notice something that was totally wrong in the book? And don't name names. J'ai pas eu des mauvaises expériences.
De temps en temps, il y a avec un auteur un mot qui il croit que ça existait seulement en français, l'équivalent n'existait pas en anglais. Et moi, je crois que c'était normal school ou l'école normale où on allait pour étudier pour être un professeur d'école. Et j'avais dit pour normal school, et lui, il ne croyait pas que ça existait en anglais. Mais moi, je savais parce que quand j'étais enfant, il venait des jeunes femmes qui étudiaient encore d'être professeurs. Ils venaient du normal school à Winnipeg et je savais très, très bien. Mais ça, c'est juste drôle. J'ai jamais été vraiment... De toute façon, s'il y a un livre qui a un contenu que vraiment je n'aime pas et qui m'agace ou que je trouve répugnant d'une façon ou d'une autre, je vais pas le traduire. Il faut traduire ce qu'on aime. Hein. Parfois, on fait des petits compromis, quelque chose qui sont un peu plus pour le fric que d'autres, mais jamais je traduirai un livre on ne veut pas vivre des mois et des mois avec quelque chose qu'on n'aime pas. Donc, jamais de colère quand la phrase, parce que la question de la syntaxe, c'est toujours intéressant, ça revient toujours, mais you'll know that francophones have the same problem. My students, at least, they always say, oh, the sentence is so long in English. Mm-hmm. Et je leur dis, mais essayez d'imaginer ce que les anglophones font quand ils traduisent nos longues phrases. Mais même pour ces... Oh, mais oui, c'est le fun de faire ça. C'est un puzzle qui est une fois qu'on l'a résolu, on aime ça beaucoup. Oui, c'est vrai, c'est comme un casse-tête. J'ai déjà traduit un peu un français un peu académique où les phrases longues n'étaient pas d'une élégance formidable. J'ai joué avec, j'ai échangé un peu et même à un moment donné, j'ai demandé à l'auteur de le refaire en français, des petites choses. Mais ça, pas très souvent. Les personnes se fâchaient. Moi, je me rappelle de quelques occasions où, ça, c'est encore une fois le privilège du contexte bilingue d'une certaine façon. Il y a quelques occasions très, très marquées, là, mais je me rappelle de 2 ou 3 phrases ou segments dans le texte où j'ai pu dire à Don, par exemple, si j'avais écrit en anglais, j'aurais fait ça plus simple. C'est-à-dire qu'en français, c'était impossible, là, mais en anglais, je serais allé vers quelque chose de beaucoup plus minéral d'une certaine façon à cet endroit-là. Donc là, c'était carrément une licence. Les langues ont leur personnalité. Oui. Mais ça faut jouer avec ça. Moi, j'aurais une question. Je suis un peu obsédée par les archives. Samuel est probablement déjà au courant. J'ai beaucoup travaillé sur les archives. Et je me posais la question en songeant à l'entretien de ce soir. Est-ce que vous avez conservé des traces de vos échanges de travail? On sait, il y a des cas assez célèbres au Québec de traducteurs et d'auteurs qui ont échangé et le fruit de ces échanges-là a été publié. Par exemple, on a le fameux dialogue entre Anne Hébert et Scott et on a la correspondance Gabrielle Roy, Joyce Marshall, où on comprend que Gabrielle Roy, finalement, n'était pas toujours commode avec sa traductrice et elle prétendait parfois en connaître un peu plus d'ailleurs qu'elle n'en connaissait vraiment sur la langue anglaise. Alors, est-ce que vous avez conservé des traces quelconques qui pourraient éventuellement intéresser un traducteur qui serait curieux? Dans ce jour de l'ordinateur, il n'a pas beaucoup de traces. Même parce que tout est fait sur l'écran, il n'y a pas des piles et des piles de versions différentes. Et on n'a pas eu une grande correspondance non plus. Il va peut-être avoir... Mais j'ai eu une expérience récemment. Il y a un livre qui vient de sortir, qui était le dernier livre de François Marc Gagnon,
sur Riopelle et les automatistes. Et il était déjà malade quand j'ai commencé à faire la traduction. Il voulait que je fasse aussi vite que possible à ce moment-là, bien qu'il y avait des délais après. Et comme ça, il y avait, bien sûr, parce que c'est un livre où il y a beaucoup de détails, l'histoire, théorie, etc., où il fallait vraiment qu'il y ait un dialogue entre moi et François-Marc en posant des questions et essayant des choses. Et là, ça ne ferait pas un livre, mais ça, on le faisait par email et ça, tout ça, j'ai conservé. Et c'est un peu précieux pour moi parce que j'ai fait le livre, mais lui, il est mort avant que le livre sorte, ce qui est triste. Mais c'était une expérience à longue distance, mais très gentille et très tendre, et c'était différent, ça. Moi, je dirais, ben, je ne sais pas, peut-être l'archive va se réinscrire d'une certaine façon, parce qu'en même temps, dans cette espèce de... C'est souvent moins bavard, mais dans le suivi des modifications, moi, je sais qu'on a quelques emails, donc je me rappelle de quelques points que des fois, dans des rencontres comme ça, ou quand j'en parlais de la traduction, je me rappelle, j'ai quelques anecdotes. Oui, oui. Les preuves, les preuves Oui. versées au dossier, mais c'est sûr, en plus, je pense que c'est notre relation un peu à Don et à moi. Il y avait quelque chose de plus workmanlike, là. C'est sûr qu'on partait pas, il n'y avait pas beaucoup d'état d'âme non plus dans le travail, mais de temps en temps, pour dire, moi, c'est sûr qu'une des particularités aussi, en dehors, justement, de l'arbre qui cache la forêt, des sacres, par exemple, ça, mon éditeur québécois, Éric Larochelière, appelle souvent, il y a des mots que il appelle ça des archibaldismes. Ah oui, oui, oui. Dans tes textes, il y a des expressions qui, dans le fond, sont. Il Oui. n'y a personne qui dit ça à part ton frère, toi, puis ton père. Donnez-nous des exemples qu'on voit ce que ça donne en anglais pour voir. Comment? Avez-vous des exemples? Mais je me rappelle d'une conversation qu'on avait eue. Je me rappelle même pas de la décision qu'on a prise. Il faudrait que je retourne au livre. Peut-être Don va s'en rappeler, mais il y a une nouvelle où c'est dans Chaque maison double et duel, qui est Housebound en anglais, qui est comme la grande nouvelle de Maison hantée, où à un moment, le personnage dit, tu sais, j'ai traité quelqu'un d'autre, je l'ai traité d'innocent, ce qui n'est pas vraiment un compliment par ici, tu sais. Et donc là, tout à coup, tu as, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu sais, comme innocent as an insult, mais tu sais, qui est en même temps très, très Saguenay, tu sais, qui est très, très marqué. Plus maintenant, c'est partout. Oui, c'est ça, c'est partout, mais là, c'est le genre de truc où on se dit, là, c'est pas un archibaldisme pur sucre, mais on se dit, OK, qu'est-ce qu'on fait exactement dans ces moments où il y en a beaucoup, parce que souvent, mes façons de faire passer des saguenayismes, des régionalismes ou des archibaldismes, c'est de les faire un peu méta, tu sais, à un moment où le personnage, justement, tu sais, je lui ai dit que c'était un innocent, et par ici, être un innocent, c'est pas un compliment, là. Donc là, tout à coup, c'est où on va avec ça? Est-ce qu'on va vers, tu sais, simple? Est-ce qu'on va vers... bon, ben simple, ça serait parfait pour un saguenayiste parce que c'est un anglicisme, être simple en saguenayen, là, mais il y avait... On a vu. On parle de pas grand-chose. C'est ça. J'oublie exactement ce qu'on a fait avec ça. Oui, c'est ça, je me rappelle pas. C'est vraiment le fun. Ça me donne le goût de recommencer avec toi. Il faut que tu me sortes quelque chose bientôt, OK? Juré, promis, juré, ça s'en vient. Moi, vous me donnez des idées. Je voudrais l'an prochain, si on peut recommencer. Je pense que je vais inviter un couple traducteur-auteur qui ne s'entendent pas, mais qui ne s'entendent pas dans les deux sens du terme. C'est-à-dire qui n'ont pas bien travaillé ensemble et aussi qui ne peuvent pas communiquer directement. Parce qu'il y a évidemment, si je traduis en suédois ou du suédois vers le français, mon auteur suédois risque de ne pas lire le français. Je suis obligé de poser j'ai déjà rencontré des traducteurs à qui ça arrive, qui sont obligés de poser en anglais des questions pour une traduction française d'une troisième langue pour trouver une lingua franca. Donc, je pense qu'on va inviter, donner-nous des idées.
Ouais. C'est quand même une expérience très différente parce que moi, je l'ai vécu. Le livre n'a pas été traduit au complet, mais il y avait une femme pour, je pense que c'était pour une anthologie là-bas, mais il y avait une traductrice suédoise, justement, qui avait traduit, je pense, 3 ou 4 nouvelles d'Arvida. C'est drôle parce que la traduction de Dawn a beaucoup aidé parce que des moments, ben, c'est ça au Canada. Non seulement l'horizon du bilinguisme, mais la réalité sociale change pas énormément. Là, on a beau se raconter n'importe quoi, mais je veux dire, bon, c'est quand même des modes de vie qui se ressemblent beaucoup. Puis là, tout à coup, en Suède, quand je me rappelle, la traductrice suédoise arrivait avec... souvent, ma réponse était « Va voir ce que Dawn a fait. » Parce que je me rappelle, la traductrice suédoise, à un moment donné, elle me demandait de traduire « gars de la gaffe », qui est pour un motard, les gens de la gaffe, elle me demandait de traduire restant de crosse, que je ne sais même pas vraiment ce que ça veut dire. Mon père, mes grands-pères disaient ça, mais qui est une insulte. C'est des insultes dans les Un deux restant de cas. crosse? Oui, un restant. Ben, c'est pas très joli. Là, on est encore dans... mais c'est comme... Qu'est-ce que c'est? Pour dire que comme un voleur, c'est bon, c'est une insulte assez grave. Et tout à coup, ben là, imaginez en suédois, c'est-à-dire dans le cas de gars de la gaffe, je veux dire, c'est que souvent, ces expressions figées-là, gars de la gaffe, c'est quelque chose qu'on dit, par exemple, des motards, mais qu'est-ce que ça veut dire, la gaffe, dans le gars de la... Donc, je ne peux pas vous la traduire vraiment syntagmatiquement, mot par mot. Je ne sais même plus ce que ce mot-là veut dire dans telle expression, mais je vous décris à peu près le genre de personnage, mais en même temps, là, je parle à une Suédoise. Bon, je sais qu'ils ont des bandes, je sais qu'ils ont des groupes de death metal qui mettent feu à des églises, mais qu'est-ce que vous avez en frais de moteur criminel? Je ne le sais pas, je ne la connais pas, la société d'accueil. Donc, dans les deux cas, ben, justement, ce que tu évoques, ben, là, il y a un vrai, qui pour moi est déstabilisant, là, un vrai lost in translation, c'est-à-dire, j'aimerais vous aider, là, j'essaie de bien participer, mais j'ai aucune idée. Et de temps en temps, comme il y avait l'anglais entre nous deux, comme lingua franca, souvent ma réponse était aller voir ce que Don a fait avec ces expressions. On perd toujours quelque chose. Mais on gagne tellement. Ça va être traduit en suédois. Ouais. Je pense que aussi, votre discussion, puis même l'exemple de la traduction suédoise remet les pendules à l'heure sur beaucoup d'a priori qu'on peut avoir sur la traduction littéraire. C'est-à-dire que c'est un travail qui est de collaboration très souvent, quand c'est possible, bien sûr. C'est un travail qui peut passer par une troisième langue, dans le cas de l'anglais. Puis on sait que l'anglais est aussi la langue de traduction qui vend les littératures étrangères et donc la littérature française dans les foires, les marchés internationaux et ainsi de suite. Donc, encore une fois, si vous avez des idées de couples à inviter pour l'an prochain, de traducteurs, d'auteurs qui ne peuvent pas communiquer et qui ne veulent pas se parler, je serais très intéressé. Samuel, dis-nous, est-ce que tu as l'habitude de lire beaucoup de traductions? Ou ta propre expérience était en fait... J'ai presque complètement, c'est difficile cette expérience-là, j'ai presque complètement arrêté de lire des traductions, de l'anglais, c'est sûr que je lis des traductions, donc mon rapport à la littérature internationale passe par la traduction, souvent via la France, mais le rapport à l'anglais, je me rappelle, William S. Messier que tu évoquais, donc mon compère dans le Néo-Terroir et depuis devenu mon co-scénariste, je me rappelle que je pense que ça fait 2 ou 3 ans, deux ou 3 ans, on avait eu la même résolution. On se disait, c'est presque en train de devenir un problème. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je me rendais compte, je lisais 80% du temps en anglais directement dans le texte. Puis là, je me rendais compte qu'à la fois dans nos séances d'écriture commune, tout ça, là, je dis là, on est en train on dirait un jam de radio. Là, on est en train de vraiment parler en franglais tout le temps et surtout, dans les références, c'est pas vrai, ça m'arrivait pas à la radio, mais en écrivant, c'est-à-dire ce rapport-là, qui est déjà assez volontaire, des fois, dans Arvida, d'interlocution, d'interpellation de syntaxe anglaise ou d'un lyrisme plus à l'américaine. Il y a un moment où je me disais, OK, il faut quand même, d'une part, pas donner un trop grand privilège, puis bien partager les hémisphères du cerveau, là, parce que à un moment donné, c'est ça, l'anglais est en train de prendre une trop grosse place dans ma tête d'une certaine façon, et la langue de destination demeure le français. Et donc, il y avait une volonté aussi de se mettre à jour. Je pense qu'on a toutes les deux pris la résolution. On se disait, honnêtement, je ne sais plus ce qui se passe en littérature française, en littérature européenne depuis
4-5 ans ou presque. Là, quand elle n'est pas de langue anglophone, ça veut dire qu'on s'était comme fait une reading list. On va lire des Allemands, on va lire des Français, on va lire des Espagnols là, parce qu'on est en train non pas de se perdre, là, mais vraiment de s'investir là-dedans. Donc, mon rapport à la traduction est revenu. Puis il y a des auteurs, souvent, les Sud-Américains m'ont ramené là-dedans. C'est-à-dire, je me rends compte que souvent, que j'aime beaucoup souvent, mais je me rappelle que la dernière grosse traduction que j'avais lue, puis quel job, mais c'était je ne me rappelle pas qui l'a fait, mais j'ai lu 2166 de Bolaño. Puis je l'avais d'abord acheté en anglais. Puis je disais, là, c'est impossible pour moi de lire un auteur espagnol en anglais. Là, ça devient, c'est grotesque. Je l'ai racheté en français. Puis c'était la même chose. J'avais acheté Borges en anglais à un moment donné parce que je ne suis pas capable de lire en Pléiade. Tu sais, je suis trop brise-fer pour lire en Pléiade. J'avais envie de lire tout Borges. En anglais, souvent, il y a des versions un peu plus économiques là, de omnibus. Mais là, je dis non, ça ne marche pas. Des langues latines via l'anglais, je suis en train de faire n'importe quoi. Donc, il y a tout ce côté-là, des fois, juste de se rappeler. On dit décolonialiser, mais aussi diversifier ses lectures. Et à ce moment-là, c'est ça, on dirait que je lis 30% québécois contemporains, puis 70%. Je ne suis pas bon en mathématiques, 70-30, ça. Donc, anglo-américain directement dans le texte, je veux juste continuer de nourrir un peu les horizons, pas de sources trop uniques d'une certaine façon. Je poserai la même question, on a une question du public, mais je poserai la même question à Donald Winkler. Do you read English translations? Should you, and do you? Do I read English translations? From the French, especially. Rarement, parce que je lis, si le livre est en français, d'habitude, je vais le lire en français. De temps en temps, oui, quand c'est un collègue traducteur que j'admire et je trouve qu'il a probablement fait un très bon job et aussi pour mieux connaître son travail, de temps en temps, je vais lire la traduction anglaise. Ça m'arrive, oui, mais pas très souvent. Moi, j'aime bien lire des traductions françaises de livres écrits en anglais parce que je lis entre les lignes les difficultés. Mais on a déjà 2 questions du public. Mais je pense que les 2 questions s'affichent partout. D'abord, M. Winkler, que recommandez-vous aux jeunes traducteurs pour se perfectionner, pour améliorer, pour travailler leur art? Il faut dire que moi, j'ai jamais étudié la traduction. Hein. Il y a beaucoup de traducteurs qui vont à l'école, ils vont apprendre. J'ai jamais fait ça. Comme ça, j'ai juste appris en le faisant à ma guise. Et j'ai jamais été un très bon étudiant de toute façon. J'ai toujours été un peu impatient avec. Et il y en a qui et je me disais, bon, qu'est-ce qu'on enseigne? Il faut enseigner, peut-être ils enseignent comment écrire d'une façon respectable dans leur propre langue. Ça, c'est la première chose. Et la seule chose que, s'il fallait suggérer, c'était bien sûr de lire beaucoup et de travailler, de ne pas abandonner une traduction trop vite et vraiment essayer de l'écouter pour les rythmes et les sons qui, parfois même lisant à haute voix certaines choses pour que ça clique. Mais pour moi, c'est vraiment une question de pratique et bien sûr regarder beaucoup dans les dictionnaires et les références pour avoir les utilités, mais c'est vraiment une question de temps et c'est une question et il faut, la première chose
la première qualification, c'est de pouvoir bien écrire dans sa propre langue. Une fois qu'on fait ça, le reste va suivre. Merci. Deuxième question. Est-ce que d'autres livres de Samuel Archibald ont été traduits? Est-ce que, sinon, en anglais, j'imagine, est-ce qu'il faudrait que ce soit Donald Winkler qui fasse les autres traductions? Est-ce que ce serait une trahison si c'est quelqu'un d'autre? Pour moi, ce serait une trahison. Oui. Mais c'est pas. C'est vrai que parfois, c'est pas toujours la même chose. Parfois, on devient très attaché à un auteur. Et j'ai eu une expérience une fois parmi dans ma vie où un livre a été un peu, d'une façon un peu chien volé. Et que j'ai pas fait, j'ai pas aimé ça du tout. Mais il n'y a pas de droit. C'est pas, on n'est pas marié, mais souvent quand il y a un rapport et une fois quand je parle juste de moi, là, on commence à connaître bien l'auteur et la façon dont il travaille, et quelles sont ses bibites, etc. Et ça, c'est fantastique. Ma femme, Sheila Fishman, je crois qu'elle a traduit, je sais pas, plus que 20 livres de Michel Tremblay. Et elle connaît toutes ses bibites. Hein? Elle connaît toutes ses bibites. Oui, elle connaît les vidéos, elle sait ce qu'il fait et ce qu'il aime, etc. Et ça peut aider beaucoup. Mais il n'y a pas de loi, bien sûr. Ma réponse, j'ai été traduit dans d'autres langues, évidemment pas. Don ne fait pas l'italien encore. Pas encore. Non. C'est ça, j'ai pas d'autres livres qui ont été traduits, mais justement dans les textes que j'évoquais quand j'ai écrit pour The Walrus, donc Global Mill, déjà la chance qu'on a eue, c'est qu'on pouvait l'imposer, parce que déjà avec la nomination au Giller, on est un peu de dynamic duo. Là. Les gens déjà arrivaient avec un cachet, ils savaient que ça allait être Don. Ils savaient que j'avais pas à le demander ou à l'exiger. Et j'espère que ça va rester comme ça, parce que moi évidemment, je me rappelle la dernière fois que j'étais avec Kevin Lambert l'été passé, tu te souviens, où Kevin m'avait dit, c'est Don qui va me traduire. Puis je m'étais mis à parler à Kevin du livre sur lequel je travaillais. Puis comme un jour plus tard, j'ai reçu un mail de Donald qui me disait, je vais parler à Kevin. Je sais que tu as quelque chose sur le feu, mais non, oui. Moi, je pense, honnêtement, moi, je pense un peu de la même façon que toi. C'est sûr que comme l'auteur, on est plus celui soit qui va se faire attirer vers d'autres choses, qui vont se faire proposer ou se faire dire. Mais pour moi, c'est sûr qu'à partir de l'expérience à Arvida, moi, c'est un peu absurde. Là. Pour moi, je travaille avec Don, c'est pas mal sûr et certain. Là, donc, il n'y a pas. Puis, je pense que ça serait dur de faire autrement, surtout que. Mais tu dis, c'est pas un mariage, mais en même temps, c'est pas que c'est un mariage, mais une relation de travail. Oui. C'est dans la vie. Puis, veut pas travailler sur la littérature, c'est quand même. C'est un peu nos bébés. Une fois que tu as construit une relation comme ça, c'est pas quelque chose que tu peux changer si facilement que ça du jour au lendemain parce que tu as des habitudes, c'est la confiance, c'est l'espèce de confiance, surtout envers le lecteur dont je parlais tout à l'heure. C'est pas quelque chose que tu peux déplacer très, très vite ou monnayer ou prendre à la légère, là, honnêtement, là, pour introduire. Comme tu disais de Sheila avec Michel, là, je pense que c'est sûr. Non, moi, je pourrais pas. Je veux pas en entendre parler, d'ailleurs. OK, bon. On verra. Ça sera une autre affaire à un moment donné. So far, so good. Ouais. Je peux juste ajouter, je ne voudrais pas revenir trop sur l'an dernier, mais Sheila Fishman avait dit une chose que j'avais trouvée fascinante. Elle n'avait pas nommé l'auteur, mais elle avait dit, il y a un auteur qui m'a dit, je ne peux pas te parler, tu me connais trop bien. C'est angoissant. Et je pense que le traducteur, c'est pour ça que j'évoquais les bibites tout à l'heure, le bon traducteur connaît tellement les obsessions de son auteur et les bibites. N'ayons pas peur des mots. Voilà.
Oui, oui, je connais c'est une situation un peu spéciale, oui. Oui, mais c'est comme changer de psychologue. Elle avait l'intuition de quelque chose dans son vie privée, mais c'est juste à travers le contact et le travail, oui. Mais c'est pas toujours comme ça, quand même. Faut pas avoir peur. Ben, comme on n'a pas d'autres questions du public, je vais, au nom de Benoît et de Figura et du département, vous remercier pour votre grande générosité. Ça a été un entretien, mais comme je l'anticipais, non seulement intéressant, mais un peu rafraîchissant dans la mesure où on voit bien le lien très étroit qui vous unit. Puis ça nous permet justement d'assister à un véritable dialogue entre vous deux. Donc, je vous remercie au nom de Benoît et de notre centre pour votre grande générosité. Et je suis certaine que même si les étudiants ou les gens présents dans l'auditoire n'ont pas posé de questions, c'est parce que vous aviez déjà, vous aviez déjà répondu à toutes les interrogations qu'ils pouvaient avoir. Alors, sur ça, on va suggérer justement aux gens qui ont participé à la soirée de lire Arvida et sa traduction, bien entendu. Et merci Samuel, merci Donald pour cet entretien.